Bonjour, bonsoir, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au 7e et dernier volume de la série Bounty Hunters, sorti tout récemment, il y a quelques jours à peine chez Panini Comics. Je suis un peu enrhumé, mais pour ceux à l'audio, je vous rassure, c'est bel et bien Francis en direct de Québec. Et je retrouve mon fidèle comparse en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Oui, bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bah écoute, ça s'entend pas, tu vois, je sais même pas que tu étais enrhumé. Ah, ok, ben Je te moi je rassure, l'entends. ça Donc, s'entend pas. c'est Ok, pour ça que non, non, je tenais à le préciser pour faire peur aux auditeurs. non, non, ça va, ça va. Oui, mais nickel, je suis très content encore de te retrouver pour cette émission comics, hein. Toujours un plaisir de parler comics Star Wars avec toi. Oui, effectivement, plaisir partagé. Écoute, si on y allait avec un petit WhatsApp. Ouais, petit WhatsApp. Écoute, rien de grand, de folichon. Là, on prépare les prochaines émissions littérature donc, sur les romans. Donc là, je finis Tears of the Nameless, le roman de George Mann, là, qu'on va attaquer. Donc le deuxième Mhm, roman, Young Adult, la phase 3 de la Haute République. Les larmes des sans noms en français, mhm. qui sera dispo en français début de l'année prochaine, je pense. Oui, je pense que la date est déjà annoncée, là, printemps peut-être. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Et juste pour te dire là, un petit suivi de ce qu'on avait dit la semaine dernière, tu sais, les fameux petits Audible exclusives de Ouais. 5-6 minutes, ben, j'en ai lu un, juste histoire 2, quoi, juste un, malheureusement, je vais essayer de me lire les autres pour la prochaine fois. Là, j'ai lu celui sur l'Empire contre-attaque, j'en ai pris un au pif, quoi, et c'est vraiment ça, c'est un audiobook de 6 minutes qui te résume le film, en fait. Donc, voilà. Oh, ok, résumé du film en 6 minutes. Ben, le Ouais, pire, c'est que je suis quand même curieux, là, mais par ouais. contre, j'ai un gros point d'interrogation sur l'utilité de la chose et qu'est-ce que ça Complètement. vise comme public ou quoi, là, mais bon. Ouais, complètement. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Je me demande encore, alors peut-être pour les plus jeunes, hein, c'est sûrement à destination des plus jeunes, est-ce que c'est la génération TikTok qui n'a pas le temps de rien, donc au lieu de se regarder ce chef-d'œuvre qui est Empire Strikes Back, ils vont juste écouter un 6 minutes d'audiobook pour Hmm. avoir ce qui se passe. Je sais Mais est-ce pas. que cette fameuse génération TikTok-là est capable d'écouter quelque chose sans avoir d'images qui défilent en même temps? Ah, c'est vrai, Je sais peut-être. pas. C'est ça. Peut-être. Ok, boomer, là, on est en podcast boomer. Exactement, exactement. En tout cas, non, mais c'était sympa, quoi. C'est juste histoire de. Mais là, j'ai hâte d'écouter des adaptations des livres de livres pour enfants illustrés de George Mann, juste histoire de. Voilà, Mhm. je te ferai un retour sur ça la semaine prochaine, peut-être. Voilà. Excellent. Ben écoute, moi, je n'ai pas mis la main encore sur ni Glass Abyss, ni Tears of the Nameless, là, les deux audios qui sont sortis le même jour. Mais entre-temps, il est quand même rentré la première vague. Bon, évidemment, je suis en retard. Mais la première vague de la. Non, la première. Ouais, c'est ça. La première vague de la deuxième phase C'est de ça. la Haute République. Donc, avec les logos bleus, hein, on les reconnaîtra. Celui-ci, c'est à noter, hein, c'est le premier audiodrama, en fait, script d'audiodrama publié comme ça, là, en format physique par Pocket. Donc, c'est quand même à noter. Et ben, comme la première phase, hein, les derrière et les côtés sont de couleurs distinctes entre les jeunes adultes et les adultes. Là. Donc, on voit ici, ça va être bleu ou blanc. Mais bref, fait que je vais pouvoir attaquer ça bientôt. Et j'ai attaqué très rapidement pour jeter un coup d'œil. Je me suis procuré le premier tome des mangas Étoiles perdues. Donc, peut-être à noter que déjà, contrairement aux autres mangas Star Wars jusqu'à maintenant que j'avais eu, dont ceux de la Haute République, celui-là est format japonais. Donc, on Ah lit oui, à l'envers. oui. Évidemment, à l'endroit pour eux, à l'envers pour nous. Mais alors que les autres sont format Mhm. Mhm. occidental, on va dire. C'est ça. Et c'est quand même beaucoup plus volumineux. Et ça, c'est juste le premier tome sur 3. Donc, c'est quand même beaucoup plus volumineux que les petits mangas, par exemple ceux de la Haute République. Donc, que je trouvais qui vraiment passaient en un clin d'œil. Et pourtant, je pense que c'est le même prix. Donc, Ah oui. c'est ça. J'ai quand même. Je l'avais déjà lu, là, par exemple, en ligne, là, en PDF. Mhm. Mais c'est ça. J'ai hâte de repasser. Ça reste une histoire, un grand classique de Star Wars, là, du Ah canon ouais. Star Wars, Étoile Chef-d'œuvre. perdue. Chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, Claudia Gray, ça fait un petit moment déjà, mais elle avait teasé la possibilité de peut-être avoir une suite de ce personnage-là, tu vois. Et c'est. Ah là là, j'adore. Oui, oui, ben évidemment, on veut pas spoiler la fin, mais il y a quand même de l'ouverture pour certains Ouais. personnages, en tout cas Et gentils et vilains. Donc, pour rebondir sur le sens de lecture, en fait, c'est le fait que les mangas de la Haute République sont des American mangas, entre guillemets, sont des mangas faits pour l'Occident, et mhm. donc ils n'ont pas été prépubliés au Japon, alors que ce tome-là de Étoile perdue, et pareil pour Leia et pour quelques autres mangas, ils ont déjà été prépubliés au Japon, donc avec un système de lecture japonais inversé, quoi. D'où la Ouais. différence du sens de lecture, en fait. C'est drôle.
Ouais, il y a même un avertissement. Tu l'ouvres à l'envers, tu commences par la fin, il y a un avertissement qui a un sens de lecture pour dire, justement, c'est les pages, mais c'est aussi les cases. Hein, tu sais, oui. Les cases et les bulles aussi, les phylactères aussi sont. Ouais, les bulles dans le texte, effectivement. Ouais, excellent. Fait que voilà pour le WhatsApp. Avant d'aller plus loin, on va souligner notre partenaire littérature qu'on salue, hein, Star Wars Littérature Québec. Donc, si ce n'est pas déjà fait, rejoignez le groupe, venez discuter avec nous et de nombreux autres. Que vous soyez du Québec ou pas, on accepte quand même, là, on est inclusif là, avec les étrangers, les étranges. D'ailleurs, on discutait pas plus tard qu'aujourd'hui justement sur le fait que il y a un résumé du prochain audiodrama de la phase 3 de la Haute République qui est dispo là en ligne. Enfin, dans Tempest Breaker. Voilà. Et un commentaire disait on espère une traduction française comme pour le premier audiodrama parce que le deuxième, la Battle of Jeddah que tu montrais en script, on n'a pas eu le droit d'avoir un audiodrama audio. Ouais, faut comprendre, contrairement aux audiobooks, l'audiodrama, c'est toute une équipe d'acteurs, un acteur par personnage, tout ça, fait que c'est des frais quand même beaucoup plus onéreux qu'un simple audiobook avec un seul narrateur. Donc là, je crois que le succès n'avait pas été au rendez-vous, en tout cas assez pour peut-être rentrer dans les frais. Dans le cas de c'était Tempest Runner. C'est ça. Mais écoute, je sais pas. Si ça permet de les avoir en physique, moi, je dois dire que j'aime beaucoup. En plus, c'est intéressant. On a vraiment, là, c'est pas comme un roman. Je sais qu'évidemment, c'est très petit à l'écran. Là. Mais vraiment, on a les répliques par personnage. C'est vraiment un script. Là, donc, c'est quand même. Moi, j'aime bien le format. J'aimerais beaucoup que Pocket fasse les autres. Ah! Petit clin d'œil, là. Clin d'œil, Lucille, une petite commande, là, surtout Dooku. Je veux le Dooku Jedi Lost, là, vraiment. Là, s'il y en a un à traduire, c'est celui-là. Et puis, s'ils veulent des voix aussi, moi, je le fais gratos. Hein. Ah ouais, ben écoute. Tant qu'il y a, je sais pas en France s'il y a une union des artistes, là, un syndicat des artistes avec des montants minimaux. Là, peut-être qu'elle serait obligée de. Elle pourrait pas te prendre comme bénévole, mais bon. Dommage. Sinon, Jean, qu'est-ce qu'il y avait au menu pour les auditeurs récemment? Oui, alors récemment, on a toujours la littérature, une fois tous les lundis littérature. Hein, là, dernièrement, on a eu notre critique du comics Dark Vador, tome 8, Dark Droids. Donc là, un tome bien sympathique sur ce crossover Dark Droids du point de vue du Seigneur Noir des Sith. Et on a eu également donc, petite sortie surprise, hein, le cosplay. Donc la partie 1 avec Phobos et Hélène, deux cosplayeuses en compagnie de Sylvain qui nous présente tout ça. Donc une super émission qui parle de cosplay Star Wars et pas que de cosplay en général peut-être. Et une partie 2 qu'on attend avec impatience. Oui, voilà. Donc, excellent. Écoute, sur ça, Jean, je te propose qu'on passe en hyperespace. Qu'on fasse un mini point actualité au retour de l'hyperespace, là, vu qu'en fin de semaine dernière, c'était le New York Comic Con. Donc, on a quand même eu quelques petites nouveautés annoncées. Et après, on pourra attaquer le sujet du jour. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, retour de l'hyperespace, petit point actualité, vu qu'on a eu quelques annonces littérature. Côté, on peut peut-être clairer, comme on dit, passer au travers de la partie roman. Ça a été extrêmement léger en termes d'annonces. On a eu les dates précises de ce qu'on connaissait déjà depuis, ma foi, longtemps. Là, quand je pense à ce que j'affiche à l'écran, qui était le planning de la Haute République, là, phase 3. Donc, c'est ça, on a eu les couvertures de A Valiant Vow, le roman jeunesse de Justina Harlan pour le printemps, et de Into the Light, donc de Claudia Gray, qui va venir un peu clore là, le volet jeune adulte. On se rappelle que le premier, c'était Into the Dark. Ouais, c'est trop bien. J'adore, c'est quand ça se répond comme ça, c'est génial. Fait que côté roman, c'est pas mal ça, hein, Jean? J'essaie de réfléchir à ce que j'ai vu passer. Techniquement, donc on a eu les dates précises, là, tu vois, sur ce que tu affichais, c'était juste un vague printemps. Là, on sait que maintenant, le premier roman à apparaître de cette vague 3 de la phase 3, donc c'est le Claudia Gray le 1er avril 2025. Ensuite, le 6 mai 2025 pour le May the 4th, ou juste après, on aura donc le Justina Ireland. Et donc, là, on a eu la confirmation, alors pas pendant cet événement-là, de la New York Comic Con 2024, mais on a eu une annonce un peu plus
plus tôt dans l'année que le dernier roman, le tout dernier roman de la phase 3 sera celui donc, de Charles Soule, donc Trends of the Jedi, qu'on savait déjà sortir alors, en spring 2025. Mais là, on a une date en fin juin 2025, ce qui confirme que ce Trial of the Jedi sera le tout dernier roman de la phase de la Haute République, en fait. Ouais, exact. Côté roman, je crois que ça clôt l'exercice. Ah ben, c'est ça, on a eu, comme je disais, là, quelques couvertures. Et on a eu aussi les couvertures et le titre du roman tiré de The Acolyte de Tessa Gratton, qui s'appellera The Crystal Crown. Oui, celui qu'on, jusqu'à maintenant, on surnommait avec le nom des deux personnages, là, que j'ai déjà oublié, mais c'est Yord et Jackie. Oui, c'est ça. Donc, moi, ces deux personnages, j'avais bien aimé dans la série Acolyte. Donc, je suis quand même curieux. Mais je continue de penser que d'appeler ça The Acolyte avec un sous-titre, côté marketing, je pense que c'est une erreur. Mettez-le en tout petit et focussez sur l'histoire des deux personnages. Mais bon, ça, c'est commentaire éditorial un peu, là. Voilà, côté comics, écoute, on n'a pas eu énormément d'annonces. En termes de nouveautés pures, on a appris la mise en place d'une nouvelle série. Je ne sais pas si c'est pas clair à quel point il va y avoir de numéros. Donc, mini-série, maxi, peu importe. Là. Pas une ongoing, mais bref, qui va s'intituler Jedi Knight. Des événements qui vont se passer, Chevalier Jedi, là, pour traduire, qui va se passer avant l'épisode 1, donc avant la menace fantôme. On a eu deux couvertures jusqu'à maintenant. Une, c'est Yoda. L'autre, c'est... bon, le nom m'échappe. Je vais te demander justement, parce que j'arrive pas à donner un nom à ce Jedi. Ça va pas bien. J'arrive, puis là, même le nom de sa race m'échappe. Mais écoutez, dans tous les cas, c'est exactement le même design de couverture que la série Mace Windu qui s'appelait pas Jedi Knight. Donc, justement, quand Mace Windu avait débuté, il y avait quand même un titre. Qui disait Jedi, je ne sais plus, de la République ou un truc comme ça. Puis on se demandait, est-ce que c'est comme le premier d'une série? Ben, il faut avouer que si vous mettez les trois couvertures l'une à côté de l'autre, c'est la même chose. C'est comme la moitié du visage du Jedi avec un sabre laser qui lui cache un œil. C'est vrai. Fait que, bon, ça s'annonce à être un peu comme ça. Espérons, par contre, que le résultat de la série Mace Windu n'annonce rien. Par rapport à ces autres séries-là. Ah non, mais déjà, ils ont annoncé les équipes créatives et ça va être Mark Guggenheim au scénario. Et on a adoré Mark Guggenheim, notamment dans la série Yoda et Han Solo et Chewbacca, donc c'est du bon. Et en dessinateur, pour l'instant, c'est Madibek Musabekov. Alors, je ne sais plus, on l'a déjà vu, ce nom. Oui, on l'a vu récemment. Et c'était plutôt bien, si je me rappelle bien, donc cet artiste-là. Donc, ça promet pour l'instant de la qualité. Pas du Mace Windu / Georges Gentil. Ouais, non, Georges Gentil, si c'est possible de ne plus l'avoir, ça serait bien. Voilà. Et sorti en mars 2025 pour cette série. Oui. Côté autre annonce, à part ça, c'était essentiellement des extraits de séries qui sont déjà commencées ou qui vont débuter. Là, donc, il n'y avait rien de très extraordinaire, surtout du côté de Dark Horse. Donc, corrige-moi si je me trompe, là, il me semble qu'il n'y avait aucune autre, par exemple, nouvelle série. Là, si, justement, sur Dark Horse, il y a eu l'annonce. En fait, il y a eu techniquement plus d'annonces chez Dark Horse que chez Marvel. Le panel Marvel, c'était un peu léger, comme tu dis. Chez Dark Horse, il y a eu l'annonce d'une nouvelle mini-série qui sortira, pareil, en 2025, centrée sur Poe Dameron. Oui, j'arrête pas de l'oublier. Ouais, on vient d'en parler, puis j'ai oublié. Voilà. Et une série préquelle à l'épisode 7. Donc, oui, ben, écoute, ça peut être intéressant parce que justement, avant l'épisode 7, on n'a vraiment pas grand-chose. Oui. On a le roman de Claudia Gray sur Leia. Et on avait un mini, là, comme 3 nouvelles, là, une sur Poe, une sur Rey, puis une sur Finn. C'est pas mal ça. Donc, fait que moi, je vais être quand même intéressé à ça. On n'a pas de titre pour l'instant. Non, voilà, Poe Dameron, c'est pas le titre officiel. On n'a pas le titre officiel encore. Parce que la série de Charles Soule de 2015 s'appelait tout simplement Poe Dameron. Donc, on va voir s'ils vont avoir un peu plus d'originalité que quand par exemple, Star Wars 2015, Star Wars 2020, Afra, ou bref. En tout cas, ce sera Ethan Sachs qui sera au scénario et on va en parler d'Ethan Sachs. C'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Donc, voilà. Et aussi, on a eu donc confirmation enfin, donc les fameux Hyperspace Stories basés sur chacun des personnages. Oui, reportés plusieurs fois. Voilà, donc on savait qu'il y avait Qui-Gon qui sortait en 2025, qui était reporté plusieurs fois. Et là, on sait qu'il y aura Grievous et Mace Windu, encore une fois, qui sera de sortie pour l'année prochaine aussi. Donc, c'est les deux prochains. Il y avait Obi-Wan aussi d'annoncer. Ouais, mais déjà, alors là, il y a une nouvelle.
Là, il y a plus de Il y avait nouvelles Qui-Gon de- et Obi-Wan, et là, effectivement, on a vu des couvertures pour Grievous et Mace Windu encore. Donc, Mace Windu est très populaire ces temps-ci. C'est ça. Et après, on a aussi un one-shot par Alyssa Wong, toujours chez Dark Horse, sur la bataille d'Eriadu. Donc voilà, aucune idée de ce que c'est. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a vu ça. Mais écoute, je reviens sur. On a eu des petits extraits, là, justement, des albums d'Hyperspace Stories dont tu parlais. Là, et je ne sais pas si ça va être toujours le même dessinateur pour chaque numéro. Là, mais pour l'instant, ça s'annonce atroce. Ça s'annonce vraiment atroce. Là, donc, on va attendre de voir là, pour juger. Mais les extraits qu'on a eus, c'est pas beau. Pas beau du tout. Ouais, c'est pas super. Donc voilà, ça fait le tour des nouvelles côté Comic-Con de New York. Là, fait que tu sais, c'est ça, un peu de visuel, mais bon, rien, pas d'énormes nouvelles, là, par exemple, sur qu'est-ce qui arrive avec la suite là, de Star Wars, Vador, Aphra et Bounty Hunters. Ah, par contre, là, ça n'a rien à voir avec la conférence, mais pour corriger, enfin, la Battle of Jakku, la fameuse mini-série qui s'en vient là, en 4, ce qui est drôle, j'ai remarqué ça, là, il y a déjà un deuxième numéro qui est sorti, alors que le premier est sorti il y a 2 semaines, et en fait, les 4 numéros de la mini-série Battle of Jakku Insurgency Rising, en fait, les 4 numéros sortent en 1 mois. Donc, on a vraiment un très short délai. Un petit blitz. Voilà, et ça va enchaîner sur une deuxième mini-série Battle of Jakku et sur une troisième mini-série Battle of Jakku. Et en fait, début janvier, février 2025, en fait, on aura fini les 12 numéros. En fait, il y a ces 3 arcs de 4 numéros. Oui, puis d'ailleurs, je vais justement remettre les choses en ordre. J'ai commencé la lecture de ces numéros-là et je dois dire que c'est beaucoup moins atroce côté graphique que ce que je m'attendais après l'émission que tu as fait avec Loïc. Je m'attendais au pire. Donc, finalement, c'est beaucoup moins pire que il y a plusieurs dessinateurs en partant, là, donc ça varie. Et peut-être, moi, ma surprise, en fait, ça a été de découvrir que la mini-série Ewoks, qui est déjà commencée, se passe en parallèle avec des personnages qui se croisent avec cette série-là de Battle of Jakku et tout ça. Excellent. Donc, je ne veux pas spoiler plus que ça, mais je pensais vraiment qu'Ewok, on avait encore droit à une mini-série, tu sais, complètement, peut-être même à d'autres époques, tout ça. Là, ça se passe en même temps et il y a même des personnages qui se croisent, ou en tout cas, qu'on a dans les 2 séries. Fait que voilà, j'en dis pas plus, mais ça a été ma petite surprise hier, justement, quand j'ai vu ça. Oh, tu veux dire? Voilà, donc écoute, on va pouvoir passer au sujet de l'heure. Donc, le numéro final de la série Bounty Hunters. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique cette couverture-là. On va en parler plus tard, hein, mais c'est ça, c'est un très grand dessinateur que j'adore. Et bon, ça fait suite à l'album numéro 6 qu'on avait critiqué ensemble. Qui voyait le retour, ou en tout cas la conclusion du duel, si on peut dire, avec l'équipe Inferno, l'escouade Inferno de l'Empire. La fameuse escouade bon, j'ai oublié son nom, mais du jeu vidéo Battlefront 2 et du roman Inferno Squad. Donc, voilà. Iden Versio, ça m'en vient. Iden Versio, c'est ça. Iden Versio. Et cette fois-ci, écoute, c'est un gros album, un peu le même principe qu'avec l'album de conclusion de Dr. Aphra la semaine dernière. Un 8 numéros. Donc, évidemment, le prix va avec. Mais bon, comme je dis à chaque fois, de mon côté, je préfère ça parce que de la page ou de l'issue, c'est beaucoup plus économique quand c'est des gros albums que quand c'est des petits. Vraiment, là, pourquoi 4, peut-être 5 € de plus, on a presque le double de issues qu'un album à 4 issues. Là, on en a 8. Donc, les numéros 35 à 42. En fait, c'est 2 arcs avec une conclusion. Fait que là aussi, on est un peu comme dans Dr. Aphra. Évidemment, un des arcs, c'est celui de l'événement Dark Droid, qui regroupait les 4 séries principales. Donc, côté scénario, histoire de faire de tout de suite se clairer les specs, on a Ethan Sachs que tu as mentionné tout à l'heure au scénario. C'est lui qui nous avait pondu les séries Galaxy's Edge et Allégeance précédemment. Donc, je le mentionne parce qu'on va le mentionner plus tard en émission. Au dessin, on a un dessinateur par arc. Donc, c'est quand même, comme principe, je préfère de loin ça là, quand on change à tous les numéros. On verra la qualité de ceux-ci. Coloriste, toujours le même. Et aux couvertures aussi, on a... non, c'est pas... J'allais dire on en a un par arc, mais non, c'est pas vrai. On a 3 équipes distinctes cette fois-ci.
Mais on a du lourd. On a vraiment de la qualité. Là. Faut avouer, côté couverture dans ces numéros. Ouais. Voilà, écoute, avant de se plonger dans les résumés, Jean, si je te demandais un avis général rapide. Oui, si je retrouve la ligne. Voilà. Ben, déjà, j'avais envie de dire la série Bounty Hunters, il était temps que ça finisse. Hein. Ça faisait quelques temps qu'on se disait, au fur et à mesure des tomes qu'on critiquait, surtout post-crossover, la guerre des chasseurs de primes, évidemment. Donc, il fallait que ça finisse, cette série, quoi. Les premiers tomes ont été très agréables, enfin, pour ma part, hein, c'était très agréable à lire. Puis c'est un peu tombé dans la redite, quoi. Beaucoup de tomes d'action qui avec des scénarios qui n'étaient pas fichus, quoi. Mais là, je dois dire qu'avec ce tome-là, j'ai l'impression qu'on revient à ce que la série était à ses débuts, donc vraiment focusé sur les chasseurs de primes et leur bail entre eux. Et voilà, mais on est quand même content que voilà, et Stan Sachs a mis un point final à sa série et c'est bien comme ça. Bonne conclusion, voilà. Ouais, ben écoute, je vais être un peu dans le même sens que toi, là. C'est ce que je m'étais noté aussi, mais je suis ambivalent. Fait que je suis curieux d'avoir ton avis aujourd'hui parce que c'est ça, sur plusieurs aspects, je suis ambivalent, mais effectivement, c'est vrai que ça clôt l'exercice, qu'on est dans la droite lignée de cette série-là là, qui dure depuis 4 ans. Fait que c'est pas de la méga nouveauté où on change de concept. Je le dis, c'est à la fois positif et négatif, là, parce que je vais préciser un peu plus en partie spoilers. Fait que c'est ça. En un mot, de mon côté, ça va être mitigé, on va dire. Ah, OK. Voilà, mais je suis d'accord avec toi, un peu comme pour Aphra. Il était quand même temps que ça finisse, là, vraiment. Je crois que... Moi, Aphra, je voulais pas que ça finisse, mais bon. Ouais, mais bon, c'est ça. Dans ce cas-ci, bref, on va peut-être être plus d'accord. OK. Voilà, écoute, comme j'expliquais, il y a 2-3 arcs, là, 2 arcs et une conclusion. Et à chaque fois, on change de dessinateur. Fait que contrairement à l'autre fois avec Aphra, ce que je te propose, c'est ça, c'est qu'on fasse le premier petit arc de 2, qu'on parle scénario, dessin, ensuite qu'on attaque l'autre et la conclusion. Si ça te va, bien sûr. OK, pas de souci, on fait ça. Donc, numéro 35-36. Déjà, on va... Enfin, tu me diras, le tome 6, il finissait vraiment bien avec un arc clos, quoi. Ouais. Donc, tu l'avais dit, hein, c'était le face-à-face avec l'Inferno Squad, tout ça. Et en fait, l'Inferno Squad, ce qu'il voulait, c'est effacer la mémoire de Valence, parce que il est passé quelque temps, il est revenu quelque temps au sein de l'Empire, aux côtés de Dark Vador, on se rappelle. Et donc, Valence a en effet vu des trucs qu'il n'aurait pas dû voir, ou alors qu'il aurait qu'il n'aurait pas dû voir s'il faisait plus partie de l'Empire, quoi. Donc, notamment, il était témoin de l'existence de la deuxième Death Star. Donc ça a fait que l'Empire a embauché l'Inferno Squad, a commandé l'Inferno Squad, hein, qui est un squad impérial, pour effacer sa mémoire, et ils ont réussi leur mission. Et à la fin du tome 6, Valence a sa mémoire effacée, et ça va être le MacGuffin, on va dire, un petit peu de ce tome 7. Ce qui était cool aussi à la fin du tome 6, avant de commencer le tome 7, c'est qu'il y avait 2 membres de la team, et c'est les plus oubliables de tous, hein. C'est un peu les Ariol et les Lucky de Bounty Hunters, qui étaient Losha et Tasulich. Vraiment, personnellement, c'est 2 personnages, mais tellement oubliables, qui s'étaient barrés de la team. Donc on finissait avec une compo plutôt cool avec Valence, évidemment, Bossk, Zucus, Forelloem et Tonga. On finissait sur ça. Donc là, on retrouve donc en début de tome 6 Tonga, qui va embaucher Kell, donc une autre chasseuse de primes, pour aider donc Valence à retrouver la mémoire. Et donc en plus de Zucus, Forelloem et Bossk, elle va recruter Destik et Durge, qui sont 2 personnages qu'on avait déjà vus dans le précédent numéro de Bounty Hunters, et même d'Aphra, parce que Durge est apparu dans Dr. Aphra. Durge est une espèce de géant en armure qu'on aperçoit à l'arrière pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Voilà. Et également un Bounty Hunter métamorphe, là, que j'ai oublié son nom. Un Claudite, ouais, c'est Katak. Voilà, Katak, exactement. Et leur mission, donc, c'est d'abord de retrouver Boba Fett. Boba qui aurait le moyen de les aider à retrouver la mémoire à Valence, quoi. Donc Valence est aussi dans l'équipe, évidemment, mais sa mémoire flanche de plus en plus. Là, il a peur de totalement la perdre et de devenir un simple cyborg sans plus aucune once d'humanité. Donc le groupe va retrouver Boba, grosse baston. Il y aura beaucoup de bastons dans ce tome, mais c'est la série, hein. C'est à Bounty Hunter, c'est beaucoup de bastons. Ouais. Donc Boba contre les chasseurs de primes, et en fait, au final, tout ça n'est que pour en fait recruter Boba. Au lieu de discuter et de dire, Boba, ils peuvent pas y envoyer une offre d'emploi, là. C'est ça. Ils ont dû se foutre sur la gueule avant de lui demander de les aider. Bref. Numéro 36, donc le groupe va en fait livrer Boba au Black Sun.
que le Black Sun, qui est donc le gang de, enfin comment on appelle ça, le cartel, du crime, là, ouais, syndicat. cartel. Le syndicat du crime de l'univers Star Wars, qui a mis une prime sur la tête à Boba Fett. C'est évidemment préparé par les Bounty Hunters avec Boba Fett dans le coup, évidemment. Et en fait, le Black Sun va tendre un piège au groupe, donc là encore rebelote, baston. Et donc, les Bounty Hunters vont récupérer une datacard de Black Sun d'un type qui pourrait aider Valance. Enfin, la datacard renferme les coordonnées de quelqu'un qui pourrait aider Valance d'Artois. Voilà un petit peu le... Ben, c'est quoi? C'est pas la fin d'un premier arc? Oui, exact, c'est ça. C'est un arc en 2 numéros, donc c'est un peu le recrutement de Boba Fett, là, ou en tout cas la récupération de cette info-là grâce à Boba Fett. Écoute, côté scénario, tout d'abord, c'est un peu quand même une courte transition qu'on pourrait dire là, en 2 numéros, mais comment tu as trouvé les idées de ces 2 numéros-là? J'ai trouvé ça pas mal du tout en fait. Déjà, scène d'ouverture avec une baston dans une cantina. Pour la série Bounty Hunter, comme on la connaît maintenant depuis, ça fait 4 ans qu'on la lit. C'est ça, 4 ans déjà? Ouais. Donc, une baston dans la cantina avec les Bounty Hunter, ça me fait toujours plaisir, tu vois. On nous représente les persos. Donc, et en plus de ça. Mentionnons que là, c'est une cantina exclusive aux chasseurs de primes. Donc en plus, c'est tous des chasseurs de primes là, dans la cantina. Et un d'eux, le Claudide, justement, provoque volontairement une bagarre là, en se métamorphosant. Là, mais bref. Ouais, c'était pas mal cette présentation d'un personnage qu'on verra qui sera relativement secondaire, mais c'est une bonne présentation de personnage. On retrouve Destik et Durge, comme on disait, qui sont de tous les persos de Bounty Hunters créés ou recanon, parce que Durge, on se rappelle, c'est un personnage legend qui était recanon. Moi, ces deux-là, ils me plaisent bien, Destik et Durge, donc moi, je suis très content. Par contre, voilà, revoir Kel et Tonga. Bon, Tonga, tu me diras, elle est là depuis le début, mais revoir Kel, par contre, moi, je n'étais pas plus fan que ce perso, un peu oubliable, on va dire. Mais voilà, donc c'était pas mal de les revoir. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cet arc-là? Ah oui, voilà, les petits problèmes. Bossk, lors de la baston, est le seul à se faire trancher le bras. Parce que quoi? Parce que c'est le seul qui arrive à passer. Parce qu'il peut repousser, ouais. Voilà, donc c'est toujours pareil. Il coupe les membres au cas des personnes. Même chose avec Valance, il se fait tellement démolir sans arrêt, mais comme il peut être réparé, c'est ça. Ouais, donc ça, c'est un peu les marottes de. Voilà, ils vont être un peu trashouiques avec des personnages, donc il n'y a pas vraiment de conséquences. En fait, c'est un peu dommage, mais bon, c'est Star Wars, on va dire. Par contre, j'ai trouvé Boba Fett très bien caractérisé. Ici, contrairement à sa série, on va dire. Je sais pas comment tu l'as trouvé, mais c'est Boba Fett, quoi. C'est le gars imbattable. Alors là, effectivement, ça correspond bien. Et peut-être à noter, c'est une des très, très, très rares fois, surtout en comics, qu'on va voir Boba Fett sans casque. Donc, Boba Fett, parce que lors de la bataille, perd son casque. Et pendant quelques pages, c'est ça, on a un Boba Fett décasqué. Donc, évidemment, c'est Temuera Morrison côté visage. Mais c'est ça, c'est quand même assez rare pour le souligner. Ah, effectivement, c'est vrai. Je ne sais plus qui c'est qui lui tape. C'est Tonga, je crois, qui arrive à la fin. Je ne sais plus, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on en perd le fil. Mais il arrive quand même à maîtriser, je ne sais pas, ils sont 7-8 Bounty Hunters, il arrive à tous les maîtriser. Ça aussi, c'est parce qu'on a, comme tu dis, moi, je vois un peu ça comme c'est répétitif, c'est redondant pour cette série-là, mais c'est quand même un retour à la case départ. Toute bonne conclusion fait une référence à l'introduction. La série commençait comme ça. La série commençait exactement comme ça. Là. Donc, c'est pour ça que ça ne m'a pas spécialement dérangé. Mais oui, dans cette série-là, c'est sans arrêt des batailles avec plein de chasseurs de primes, plein de personnages qui se tapent dessus un l'autre et qui, après, vont travailler ensemble et tout ça. Bon, c'est inhérent à cette série-là. Oui, il faut accepter le deal. Mais bon, au bout du tome 7, on commence à comprendre la formule. Boba aussi, qui on le voit un peu plus tard dans le deuxième numéro, le 36, là. Boba qui va remplir 2 contrats en même temps, et tellement le gars est balèze. Donc, non seulement il va accepter le boulot des Bounty Hunters et puis il va faire le job pour eux, il va récupérer la data card, tout ça, mais en plus, il va en profiter pour buter une grosse tête, on va dire, du Black Sun, sous contrat de notre gars du Black Sun qui voulait buter ce gars-là, et Boba va le buter de sang-froid. Enfin là, on verra dans ce tome-là, il y a pas mal de morts un peu trashouilles quand même, c'est pas mal. Ouais. Donc cela. Moi, pendant que j'en profiterai vu que tu le mentionnes, pour dire l'idée d'avoir le Black Sun, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un des cartels qu'on voit le moins dans Star Wars, même s'il est quand même très canon. Là, c'est pas que... Parce que les gens pensent tout de suite, évidemment, dans les légendes là, à l'époque de Shadow of the Empire, la série multi-médias différents. Là.
Mais c'est ça, cette fois-ci, c'était quand même bien de les revoir. On les avait eu un petit peu dans The Clone Wars, la série animée. Mais même en comics, c'est assez léger. Par exemple, dans tout l'événement avec Kira, là, les 2 événements, je crois qu'il y avait une mini-apparition, mais pas plus que ça. Là. Ouais. Et une mention, Donc, une mention de Shizor, justement, qui a été recanon, juste, pas visuellement, mais juste par mention, dans le crossover avec Kira. Fait que bref, Black Sun, pour rappel, là, c'est sûr, je sais pas si tu veux les montrer à l'écran, là, mais c'est avec la peau verte et c'est ça, très aristocratique, on va dire, ou très Ça fait un peu médiéval. noble un peu, là, ouais, c'est ça. Et donc ça, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'en fait, tu as une espèce de mini fil conducteur. En fait, on sait que le but principal de Tonga, c'est de faire retrouver la mémoire à son pote Valance. Et là, donc, ils vont commencer à recruter Boba Fett. On ne sait pas trop d'où Boba Fett pourrait l'aider. Puis ils vont chez Black Sun. On ne sait pas trop non plus d'où. Enfin, et la datastick est mentionnée juste à la fin. En fait, il y a une espèce de fil conducteur. C'est léger, hein, mais j'ai trouvé ça relativement important. Ça apporte un peu de flou en début de récit. Ouais. Moi, j'ai quand même vu tout ça comme une excuse pour remettre Boba Fett pendant 2 numéros. Voilà, ouais, c'est vrai un petit peu léger, là, quand même. Ouais. C'est que ça pourrait être ça. Ouais. Et d'ailleurs, Boba Fett, encore une fois, qui reste pas plus longtemps que ça, mais voilà, il fait ses petits passages éclairs au sein de la série, et ça fait toujours plaisir de le voir parce qu'encore une fois, il était bien mieux caractérisé que dans sa série live, on va dire. Quoi. Voilà. Ah ben ouais, mais ça, je ne veux pas ouvrir le débat. On n'a pas le temps pour ça, Jean. Sinon, écoute, si on attaquait l'aspect graphique, vu que tu avais commencé à montrer des images pour ceux qui nous écoutent en vidéo, écoute, moi j'ai trouvé ça presque difficile à supporter. Ah ouais? Ces 2 numéros-là, j'ai trouvé ça extrêmement laid, mais à tout point de vue. À la fois côté visage, à la fois côté les races aliens, par exemple, quand on a le casque de Boba Fett ou des armures ou des trucs comme ça. Fait que bref, je vraiment le dessinateur, là, je recherche son nom. C'est Dan Medina. Lan Medina. Lan, ouais. Donc, si on peut ne plus du tout l'avoir sur du Star Wars, je serais très content. Là, on voit à l'écran, par exemple, quand c'est Temuera Morrison là, qui perd son casque. Je ne sais pas si tu es capable de le retrouver rapidement, mais entre autres, quand on a Bossk, je trouve ça affreux. C'est vraiment raté là, complètement. Là. En début de numéro 35, je crois, la tête de Bossk, là, alors que je sais que des gens peuvent se dire, bon, ben le déguisement, si on peut dire, le costume dans l'Empire contre-attaque était déjà très, très année début 80, là, assez statique, mais on a vu d'autres dessinateurs vraiment subjuguer le design de cette race-là, là, dont j'ai oublié le nom. Des Trandoshan, ça? Les Trandoshan, exact. Fait que c'est ça, voir ça, je trouve ça vraiment pas beau. Même chose avec Forellum et Zucus. Surtout Zucus, là, je trouve que c'est assez raté. Donc, bref, c'est ça. Pas fan du tout de son style. Je suis curieux de voir ton avis. Tu as l'air à l'opposé. J'ai pas adoré non plus, parce que déjà, il faut savoir, c'est pas Paolo Villanelli, si je dis pas de conneries, qui est un peu le. C'est pas le dessinateur attitré de Bounty Hunters, mais disons que c'est lui qui a fait le plus d'issues. Voilà, il en a fait 31 sur 42, donc c'est pas mal comme ratio quand même. Et il a mené une patte. Moi, c'est ce qui me plaisait dans cette série. Hein. C'est pas les scénarios qui étaient un peu bidons, c'était des excuses pour des scènes de baston. C'est justement son dessin qui était ultra dynamique dans les scènes de baston. Ouais. Et là, alors, j'irai pas jusqu'à, comme toi, j'ai pas détesté Lan Medina, j'ai pas trouvé mauvais. Justement, je trouvais que les visages étaient relativement ressemblants. C'est vraiment bizarre parce qu'on a vraiment les avis opposés sur ça, en tout cas. Par contre, ces scènes d'action, je suis d'accord pour dire que ça manque de peps. Zéro dynamisme. Ouais, c'est ultra statique. Hein. C'est vraiment, il n'y a aucun dynamisme, comme tu dis. Contrairement déjà à Villanelli qui en mettait taquet, lui, on verra plus tard dans le dernier numéro. Oui, parce qu'il est présent là, pour d'autres numéros. Mais voilà. Et donc, ouais, moi, c'est pas Bossk, mais c'est la gueule de Losha. Alors, Losha, malheureusement, elle fait une petite apparition dans, je sais plus, le numéro 34 ou 35 ou 36. Elle est là. Là, je te la partage pour ceux qui ont la vidéo. Losha, quand j'ai tourné la page et que j'ai vu ça, là, c'était affreux, quoi. Enfin, je sais pas si tu veux la voir en haut, là. Ouais, écoute, bon. C'est ça. Voilà. Parce que c'est un personnage qu'on a depuis le début aussi, là, de la série. Il était bien mieux dessiné par d'autres. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'était moche. Moi, ouais, j'ai vraiment pas aimé. Écoute, après, au moins, ça dure juste 2 numéros sur un album, dans ce cas-ci, de 8.
Donc, on verra pour la suite là, si ça le rattrape. Pourtant, Lan Medina, c'est pas un manche non plus. Hein. En fait, c'est un vieux dessinateur. Il est un vétéran du métier, on va dire. Et en fait, il a jamais fait de Star Wars. C'est ses 2 seuls numéros de Star Wars qu'il a jamais fait. Il est très connu pour ses Fables et Punisher. Et en fait, Fables et Punisher, c'est des ambiances vachement plus sombres. Et je pense qu'il est plus doué dans des récits plus sombres et plus statiques aussi. Bon, Punisher, tu me diras, c'est pas si statique que ça. Et Fable, quand même un peu. Fable, c'est le fameux comics sur les... Je sais pas si tu as entendu parler, là. Ils ont adapté ça en jeu vidéo dans The Wolf Among Us, sur les figures de Fable de récits qui sont reprises dans un contexte contemporain. Bref, c'est vachement bien et c'est super beau. Et là, effectivement, je pense qu'il a été appelé que pour faire le remplacement et qu'il a fait ça un peu à l'arrache, effectivement. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Sinon, écoute, ouais, moi, ça ferait le tour pour ce premier arc-là qui s'appelait, j'ai oublié de dire le titre, là, il défilait à l'écran tout à l'heure, mais c'est Cible Fett. Cible Boba Fett. On avait eu Cible Valance. Oui, pas mal. Voilà, là, c'était Cible Boba Fett. Excellent. Mais au final, c'est que pour un demi ou un 3/4 du premier numéro, parce qu'on se rend vite compte que c'est une cible. C'est une cible pour le Black Sun. Mais bon, pour l'équipe de chasseurs de primes, en fait, ils vont tout simplement le recruter dans leur équipe. Donc, Et donc, sinon, écoute, si on attaquait le résumé du deuxième arc, qui est l'arc qu'on va résumer en disant que c'est celui de Dark Droid. Voilà, c'est ça. Là, on rentre dans le Dark Droid. Donc, la fameuse data card qu'ils ont récupérée vont les mener vers un certain Tar Klingson, qui est un ami de Jango Fett. Oui, Jango Fett, du temps de la guerre des clones. Du coup, petit flashback avec Jango et Klingson pour un peu voir leur rencontre. Donc les Bounty Hunters arrivent sur un vaisseau dirigé par des droïdes, 100% de droïdes, enfin 100%, presque 100%, on verra, qui avait sauvé Klingson à l'époque de Jango et qui pourrait aider Valance à notre époque, maintenant. Donc les droïdes vont récupérer Valance, vont essayer de le soigner. Donc le groupe va attendre sur la plateforme en attendant et va s'impatienter parce que l'opération est longue, très longue. Donc Tonga va envoyer Zucus et Fort LOM en éclaireur et les 2 chasseurs de primes vont tomber sur des droïdes contaminés par le Scourge, le fameux fléau. Voilà. Donc Valance, lui, est sur le point de se faire opérer par Klingson, justement, mais un Klingson un peu différent de ce qu'on a vu dans les flashbacks. Un Klingson un petit peu cybernétique, moitié robot, moitié humain, qui veut en finir avec la mémoire de Valance. Il veut complètement lui wipe out la mémoire pour... Alors, ce que j'ai compris au départ, c'est pour mettre sa propre conscience dans le corps d'un jeune Valance. Donc, c'est ce que je pensais qu'il allait faire, qu'il voulait faire, en fait. Mais en fait, on verra que le numéro suivant... Donc, on retrouve un petit flashback du temps de la guerre des clones avec un Klingson et donc Télémac. Télémac, je ne l'ai pas dit, mais c'est le leader de ce groupe de droïdes sur ce vaisseau-là. Ils ont rencontré le général Grievous à l'époque de la guerre des clones. Grievous qui voulait recruter ces droïdes-là pour les enrôler dans l'armée séparatiste. Télémac avait refusé à l'époque, donc baston entre Grievous et ses droïdes et Télémac et ses droïdes. Grievous repartira à la queue entre les jambes d'ailleurs. Et on revient dans le présent, et donc baston entre Zucus, Fort LOM et les fameux Dark Droids qui veulent évidemment contaminer Fort LOM. Fort LOM qui arrive à s'échapper en escape pod. Et Valance qui va retrouver ses compagnons Bounty Hunters, mais qui est totalement brainwash par Klingson, qui va pas reconnaître ses potes, et qui va froidement buter Katak, le fameux métamorphe. Là. Alors, je sais pas si tu montres là, j'ai pas le visuel là. Donc, je vais le montrer à l'écran. On va le montrer, voilà. Donc, personnage qu'on venait d'introduire au début de l'album. Donc, voilà. Ça a de l'air tragique pour les membres de l'équipe, mais bon, c'est ça. Nous, on n'avait pas vraiment eu le temps de s'y attacher. Non, voilà. Mais assez trashouille comme mort, quand même. Oui, je peux le remettre à l'écran, là, mais... On voit pas ça souvent. Voilà, décapitation, enfin, pulvérisation de sa tête, avec les fameuses bras réacteurs, l'Iron Man de Valance. Donc, ensuite, on a Klingson, donc il prend le contrôle de la base droïde et qui va buter Télémac, le chef droïde. Klingson qui, révélation, et de mèche avec le fléau. Baston, donc entre Valance et son propre crew de Bounty Hunters, puis baston entre les Bounty Hunters et les Dark Droids. Et au final, le fléau, va trahir Klingson, va le buter et va s'emparer de Valance. Voilà, le but du fléau, c'était de récupérer Valance depuis le début. Ouais. Voilà. Donc, les 2 derniers numéros de cet arc, les Bounty Hunters vont traquer Dark Valance. Donc, ça y est, il s'est fait contaminer, il a les yeux violets, sur Epiconia, on le rappelle, la base du fléau. Mais trahison, le groupe se retourne contre Tonga
et c'est qui Ezukus. Donc on a Bossk, Durge, Destik et Kel qui vont laisser Tonga et Ezukus au sol à la merci des Dark Droids, alors que eux, ils vont s'échapper de la planète. Tonga et Ezukus vont se faire capturer et sont prêts à se faire disséquer. Et là, bam, on retrouve un autre personnage de la série Bounty Hunters qui s'appelle le lieutenant Aiden, qui est une impériale que Valance avait déjà croisée plus tôt dans la série Bounty Hunters et qui est un peu le love interest de Valance. Pour rappel, une impériale à la peau noire avec un œil de pirate, là. Un œil cyborg. Ouais. Oui, c'est ça, un œil cyborg. Plutôt stylé comme personnage. Qui était tombée amoureuse de Valance dans le numéro précédent. Voilà. Et elle a récupéré, how convenient, comme on dit, elle a juste récupéré en backup toute la mémoire de Valance. Ouais, dans une clé USB. Pour rappel, mais vraiment dans une clé USB, là, on est... C'est ça. On n'est pas subtil dans le côté technologie futuriste, là, non. Non. Vraiment une clé USB au format comme on connaît. Là, très terre à terre, effectivement. Et donc, elle va trahir l'Empire et va s'échapper de sa base impériale pour retrouver Valance. Et donc, dernier numéro de cet arc, donc on a la lieutenant Aiden qui va retrouver Losha et Vulcora. Elle va leur donner la data stick avec la mémoire de Valance. Elle, les deux, Vulcora et Losha, vont se rendre ensuite sur Epiconia pour retrouver Tonga. Parce qu'on se rappelle, Losha, c'est la femme de Tonga, en fait. Ils sont en couple, tout ça. Donc, Tonga qui s'échappe d'une dissection proche. Baston. Là, Tonga contre Valance, Dark Valance, est sur le point de se faire d'ailleurs pulvériser par Dark Valance. Mais heureusement, Zucus la sauve. Puis Losha et Vulcora vont arriver dans la baston. Donc, grosse baston, là. Et Losha va arriver donc à planter la clé USB, justement, dans le crâne de Valance. Et ce dernier va retrouver sa mémoire. Ouf, le héros est sauvé. Et là, il est très énervé d'avoir été possédé par le fléau, donc il va défoncer tous les droïdes. Massacre. Voilà, tous les Dark Droids qui se trouvent sur son chemin. Parce que tout le long, on ne l'a pas mentionné, mais tout le long de cette série-là, Valance avait souvent des problèmes mécaniques, là, justement, n'arrivait pas à récupérer l'énergie, donc comme s'il manquait de munitions, on va dire, là, à tout moment, ou avait des failles. Et alors que là, quand il a été sous l'emprise, on va dire, là, de la gang de droïdes là, que tu as mentionné plus tôt, ou de cyborg, là, ben, eux, ils l'ont réparé, ils l'ont mis nickel, là, surpuissant, là, parfaitement opérationnel. Donc là, quand il finit par se libérer du fléau, là c'est le carnage. Je ne sais pas si c'est un mot qui s'applique bien à des machines, mais ouais. Ah oui, donc non, carnage, c'est bon. Ouais. Ouais, non, c'est énorme. Et puis ça finit comme ça, en fait, la petite fin en queue de poisson. Le Scourge est vaincu, mais en hors-champ, comme on dit dans le cinéma. Et tout est bien qui finit bien pour les Bounty Hunters qui en ont échappé, quoi. Donc voilà, ça finit vraiment... un peu comme Mafra, on avait dit, ou Vador, on avait dit. Ouais, ben, pour rappeler, comme tu dis, la vraie fin de Dark Droid est dans la série Dark Droid. Donc, c'est ni dans Star Wars, ni dans Vador, ni dans Afra, ni dans Bounty Hunters. C'est ça. Voilà, mais c'est vrai que, contrairement, c'est dans quelle série? Il y avait une des séries qu'on voyait dans des cases, là, pas un flashback, mais on voyait l'événement de Dark Droid. Là. On voyait la tête pensante, le droïde original, se faire transpercer par un autre. Donc, alors que là, ben, c'est ça. Là, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Ouais, voilà. Oui, je crois que c'est dans la série Star Wars. Je crois que c'est la seule à... Peut-être Afra, Star Wars, je sais plus, mais en tout cas, ouais, t'as raison. Vous voyez cette case au moins. Mais... Là, ils auraient pu la mettre, franchement, une petite case pour nous rappeler que voilà, c'est à ce moment-là que les droïdes vont être libérés de leur. Ouais, ben c'est ça. J'avais fait exactement la même critique la semaine dernière, je pense, dans série Vador, mais c'est ça. Après ça, on passe à un autre numéro, puis l'événement Dark Droid est fini. Pas tant en queue de poisson qu'on se demande un peu, OK, il arrive quoi? Fait que c'est ça, il faut vraiment être au courant qu'il y a d'autres séries, tu sais, puis que c'est ça se passe dans les autres. Mais bon. C'est ça. Côté scénario, comment tu as trouvé cet arc-là, quand même assez long, quand même, là, de sauvetage de Valance? Ouais, ben, plutôt sympa comme arc. Encore une fois, on revient, Dark Droid. Au final, c'était un crossover plutôt, ma foi, plutôt sympathique. Déjà, le perso de Klingzone, créé par Ethan Sachs, donc, il a créé donc, pour cette série Bounty Hunters, mais il a aussi réutilisé, je ne sais pas si tu as vu récemment, la série Jango Fett par Sachs aussi. Il a remis ce personnage-là dans cette série Jango Fett. Donc, tu vois, il jongle avec les séries avec ces personnages. J'ai trouvé Klingzone plutôt intéressant comme personnage. Le fait que, en fait, la base, enfin, l'espèce de vaisseau caché de droïde soit lié
à Ajax Sigma, hein, qui est un peu le grand chef des gentils droïdes qui se bat contre les Dark Droïdes, on va dire, qui est le gars qui va tuer Ajax, le fléau, et qui relie ça avec la famille Klingzon, justement, qui fait que voilà, la famille Klingzon a une dette envers Ajax. Du coup, les droïdes en fait, les droïdes qu'on voit sur ce vaisseau-là sont des droïdes d'Ajax, en gros. Ils attendent le retour d'Ajax chez eux, et en vain. Et donc, par mémoire d'Ajax et de ce qu'ils ont fait pour eux, en fait, ils vont garder en vie, ils vont sauver Klingzon du temps de Jango Fett. Ça, j'ai bien aimé cette intrigue-là, tu vois. Et le fait qu'ils mais gardent... tu trouves pas, moi, je me suis dit que quand même la présence de Jango Fett était essentiellement une publicité pour la mini-série Jango Fett qui allait suivre. Oui, c'est mais vrai. qu'au final, il aurait pu être totalement absent, ça n'aurait rien changé. Jango Fett n'apporte absolument rien, et pourtant, là, il est présent beaucoup. Là. Ce n'est pas qu'un petit flashback de 2 cases. Ouais. C'est pratiquement tout le numéro, là, 37, qui est sur lui. Mais c'est ça, au final, c'est sûr, bon, je me souviens plus le nom, tu n'arrêtes pas de le répéter depuis tantôt, Klingzon. C'est vraiment sur lui, c'est vraiment pour rappeler son passé, puis là, sa version moderne, ses motivations. Là. C'était pas mal. Même tout l'aspect avec la bataille avec, avec Général Grievous, là, qui... Mais pourquoi? Ouais, c'est vrai. Non, mais je comprends. Ouais, effectivement, Jango et Grievous... C'est vraiment un détour inutile. Ouais, c'est histoire de nous ramener des personnages connus de la prélogie. Surtout que voilà, Grievous, effectivement, le gars il arrive, il demande baston. C'est vraiment, encore une fois, comme pour Dark Vador, où tu avais des scènes de baston qui arrivaient un petit peu comme ça. Là, c'est vraiment ça, quoi. Ils ont essayé de tisser quelque chose autour de Klingzon. Il finit par partir en disant bon, ben, allez chier, je vais continuer d'en produire moi-même des droïdes, tant pis pour vous, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais même si, je t'avoue que revoir Grievous, ça me fait toujours un petit peu plaisir. Et j'ai bien aimé le personnage de Télémaque. Alors, pas graphiquement, parce qu'on le verra graphiquement, c'est un peu basique comme design, mais le fait que Télémaque soit un droïde raciste, on va dire, qui n'aime pas les organiques du tout, il fait savoir à Klingzon, il lui parle très très mal, et il envoie même chier, il fout d'ailleurs son poing dans la gueule au bout d'un moment. Et même Grievous, quand il arrive, il s'aperçoit que il sent l'organique en lui, tu vois. Et j'ai bien aimé cette phrase, j'ai pas de capteur olfactif, mais je sens l'odeur d'organique sur Grievous, tu vois. Télémaque était limite un meilleur personnage que Klingzon, justement. C'est un peu le second d'Ajax, hein. C'est lui qui attend le retour de son messie et qui va se faire gentiment dessouder, d'ailleurs. Mais ouais, moi j'ai bien aimé, tu vois, toute cette espèce de lutte de pouvoir entre Télémaque, Klingzon, tout ça, quoi. Moi, le fait que ça se termine avec le personnage, le semi-amoureux de Valance qui vient le sauver. Ensuite, on a la copine de l'autre, celle aux cheveux roses que tu as montré tout à l'heure. Et en troisième lieu, on a vu Canuera, je me souviens plus de son nom, mais bref, une des chefs de cartel qu'on avait au début de la série, Bounty Hunters, qui désormais est un peu, qui a été, pas abandonné, mais bref, tout le cartel s'est effondré, si je me souviens bien. Donc, fait que tout ça, j'ai l'impression qu'il y avait un petit côté, OK, on fait une conclusion. Donc, on ramène tous les personnages qui sont encore en vie et on fait une conclusion à cette série-là. Ou est-ce qu'au final, pour le développement de l'intrigue, je ne suis pas certain que c'était tant nécessaire de ramener autant de personnages. Là. Mais bon, écoute, c'est quand même satisfaisant après de la libération de Valance qui maintenant est pleinement opérationnelle, qui démolit tout sur son passage maintenant. Là, c'est super Valance, on va dire. Fait que ça, ce côté-là, ça vient fermer l'arc. On n'a pas fini, là, il nous reste un numéro, le 42. Mais bref, j'ai trouvé que ça finissait quand même bien tout l'arc de cette équipe-là, si on peut dire, là, amitié-là de chasseurs de primes. Parce que rappelons que depuis le début de cet album-là, ils sont zéro payés pour faire ça. Là. Vraiment, ils vont sauver Valance par amitié, mais c'est ça, là, on n'est pas sur des chasseurs de primes qui chassent une prime. D'où leur trahison en fin de date. Voilà, parce qu'ils savent bien que c'est juste c'est Losha qui s'appelle. Non, Losha, c'est la femme. Tonga, c'est Tonga qui c'est la pote de Valance, elle veut absolument lui faire récupérer la mémoire, mais les autres, ils ont un peu rien à foutre, quoi. À part Zucus, à la limite, parce que
Zucus est là depuis le début aussi, c'est quand même pote à Valence. Il y a juste Bossk qui est vraiment entre les deux. Bossk qui était là aussi dans le... Parce qu'en fait, il rappelle ça vite fait, la toute première équipe avec Nakano Lash, la fameuse... Ouais, il y a quelques flashbacks. Voilà, le frère de Tonga, il y avait Bossk, Zucus et donc Valence. Donc c'est vraiment le groupe de Bounty Hunters de base, mais qui a vite changé vu que Nakano Lash et le frère de Tonga vont se faire zigouiller dès le premier tome. Donc déjà, ce rappel-là, il fallait s'en rappeler déjà, tu vois, Nakano Lash. Attends, Nakano Lash, c'est pas un nom qui nous est inconnu, tu vois, surtout que c'est un nom qui sonne bien. Et bam, ils te mettent une image subliminale avec ces deux personnages. Ah ouais, d'accord, ok, c'était la fameuse chasseur de primes avec ses tentacules ultra stylés. Ouais, je me souviens plus le nom de la race, là, mais ouais. Voilà, et ça te rappelle ça, et tu dis, ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment histoire de justifier que pourquoi Tonga va remuer ciel et terre pour pouvoir sauver Valence. Mais effectivement, les autres, ils en ont rien à battre, donc ils vont les trahir assez seulement. Ça m'a surpris, moi, je t'avoue, la trahison de Kel, parce que Kel a l'air d'une. C'est un personnage un peu chiant, enfin, un peu osef, on va dire, un peu sans intérêt, mais qui avait l'air relativement fidèle à Tonga. Mais là, la trahison m'a surpris, donc j'ai bien plu. Ça m'a bien plu. Ben moi j'ai trouvé Xème trahison, là, j'ai l'impression que c'est comme histoire de maintenir cet esprit-là là, qui est là depuis le début de la série. Là. C'est des gens sans honneur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Mais c'était logique, comme tu dis, là, parce qu'il n'y a aucune prime à encaisser. Là, donc. Ouais. Mais on le verra plus tard avec un numéro où tu as le retour de Boba Fett et tu as un coup il est avec, un coup il est contre. c'est vraiment Bounty Hunters, c'est un petit peu leur état d'esprit. Hein. Ils n'ont aucune allégeance. Du coup, ils changent, ils retournent leur veste en permanence dans la série. Mais moi j'ai bien aimé. C'est un arc qui m'a bien plu. Il y a 2-3 trucs. Ben voilà, le retour de Losha et Vulcora, ça m'a fait chier parce que c'est deux personnages que je m'en fous complet. Et Losha, la romance, c'est quoi, Tonga Losha, je m'en fous, mais tu vois, j'aime beaucoup les romances, je te dis. Mais là, celle-là, je n'ai rien à battre. Alors que la romance Valence-Aiden, j'adore cette romance. Ouais, c'est un peu plus intéressant. Ouais. Voilà, disons que je ship cette relation-là. Et j'étais très cool de revoir Aiden, même si, encore une fois, facilité scénaristique, à ce moment-là, où justement il a besoin de sa mémoire, bam, elle décide de trahir l'Empire et de récupérer sa mémoire, le retrouver. Elle retrouve Losha et Vulcora, on ne sait pas comment. Elle savait qu'elles étaient là, bref, je sais pas. Il y a plein de facilités scénaristiques de fou, mais bon. Des raccourcis, là, bref. Mais pour une histoire déjà relativement lourde, là, je peux pas dire que c'était une mauvaise idée. Non, au final, c'était pas plus mal. Écoute, côté graphique, pour cette section-là, écoute, on retrouve, non, c'est pas là qu'on retrouve Paolo Villanelli, on a David Tinto pour l'ensemble de l'arc. Comment tu as trouvé son travail? Ouais, moi j'ai bien aimé David Tinto. Alors David Tinto, il a fait du Star Wars, mais tu verras, il y a un lien. Il a fait le Star Wars Adventure, donc le pendant jeunesse des comics Star Wars. Et là, disons que le jump, la différence entre c'était quoi, Lan Medina et donc David et Tinto, c'est un peu le jour et la nuit parce que là on passe vraiment. Ouais, c'est deux styles très différents. Parce qu'on l'a pas dit, mais Medina, lui, c'est plus dans c'est un peu de la peinture, on va dire, cette espèce d'effet de peinture que j'ai trouvé relativement joli, mais bon, bref. Là, c'est vraiment du comics jeunesse qu'on retrouve dans cet arc-là. Et donc, ce qui rend les scènes d'action quand même un poil plus dynamiques. On n'est pas du niveau de Villanelli, mais c'est quand même pas mal. Et donc, non, c'est plus coloré aussi. C'est bizarre, parce que le coloriste est le même, mais j'ai trouvé ça plus coloré. Donc, est-ce que c'est dans le site de dessin? Il a pu mettre plus des couleurs qui pètent. Au final, j'aime beaucoup. Il n'y a que le design de Télémac, là, justement, le fameux droïde, qui fait très Optimus Prime, là, la Transformers. J'ai pas aimé plus que ça, mais là, c'est plus niveau design. Dessin, en général, il n'y a rien qui m'a déplu. Sauf, peut-être qu'il il fait plusieurs, comment t'appelles ça? Pages entières, là. Splash page, qui manquent d'impact, on va dire. Je vais t'en montrer 2-3, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas, une splash page, c'est pour t'en mettre plein la gueule, normalement. Donc, c'est pas digne d'être mis en affiche ou. Effectivement, à l'écran, on a un Darth Vader, mais l'espace d'une page, là, c'est vraiment juste pour mettre. C'est pendant l'évasion, on va dire, là, de la fameuse capitaine impériale là, amoureuse de Valence. Hein. Et là, c'était pas mal d'avoir ça parce que c'est au moment où on a fait Darth Vader la semaine dernière. Il a encore ses yeux un petit peu violets, donc c'est au moment où on s'est fait contaminé par le Scourge pour lui tendre un piège. Moi, je me disais, c'est juste avant qu'il aille sur cette fameuse planète pour piéger le Scourge. Donc, et il est là vraiment là, juste histoire de faire un caméo, parce qu'il ne servira à rien dans l'intrigue, quoi.
Et Aiden va échapper d'ailleurs, je sais pas, la baston au moment où Aiden s'échappe de la base impériale, bien trashouille parce qu'il y a 4 ou 5 impériales qui vont essayer de l'attraper, et elle va en planter un avec un couteau dans la tête. Ah ouais, quand même, c'est assez trash quand même. Pour du dessin, en plus, c'est un dessin en jeunesse, et avec des bastons assez trashouille quand même, c'est pas mal. Mais il y a des belles, quand même, c'est ça, c'est loin d'être laid, c'est vraiment pas comme l'arc précédent, je trouve que c'est... Mais bon, c'est ça, je sais pas à quel point ça correspond bien à cette série-là. Comme tu dis, peut-être un petit peu trop cartoon ou un petit peu trop, c'est ça, dessin jeunesse. Mais c'est joli, on voit des images là, à l'écran en ce moment. C'est ça, on peut pas reprocher. Là. Puis il y a du dynamisme, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est pas vraiment un problème dans celui-là. Ouais. Genre, ouais, la fameuse page où Valence enfin retrouve la mémoire, hein, c'est la marotte depuis le début du tome. Voilà, c'est là. Puis c'est un fond. Ah oui, voilà. Le problème avec ce dessinateur, là, avec David Tinto, il y a beaucoup de fonds sans rien, en fait. Oui. Fond vide. Un petit côté manga, tu sais, on met des Effectivement, ouais. Donc, voilà. Mais non, sinon, c'est pas honnête, comme tu dis. Ouais, non, c'est ça, c'est quand même très, très honnête, là, je trouve. Et sinon, si on attaquait le tout dernier numéro, je vois le temps qui défile. Oui, désolé. Numéro 42. Ouais, alors 42, dernier numéro de la série, Valence va se rendre au palais de Jabba pour récupérer son pote Han Solo. Là, on a encore une baston, où d'ailleurs il va défoncer Dengar. Mais il n'est pas de poids, par contre, face à Boba Fett, retour de Boba Fett qui défonce Valence. Valence qui va se faire capturer et jeter dans une arène face à un méga droïde du temps de la guerre des clones. Baston entre le méga droïde et Valence. Il s'en sort notamment grâce à l'aide de son crew qui est là pour l'aider. Et voilà, et conclusion de la série, donc on va voir tout plein de persos de la série Bounty Hunters, une toute dernière fois. Ouais. Et ça finit évidemment par Valence, qui est un peu le personnage principal de cette série, qui va venir en aide à sa bien-aimée Aiden, en retrouvailles du couple sur la toute fin du tome. Ouais, c'est ça, quand tu dis on va revoir plein de personnages, contrairement au numéro précédent où est-ce que vraiment les personnages sont ensemble physiquement au même endroit, au même moment. Là, c'est vraiment une conclusion à comme par exemple à la fin d'un film où est-ce qu'on voit voici ce qui est arrivé à tel personnage, après. Là, c'est vraiment ça. Là, on a c'est pas des flashbacks, là, c'est vraiment des événements qui se passent ailleurs. Donc, qu'est-ce qui arrive avec d'autres personnages qu'on avait eu dans la série depuis le début, mais que c'est ça là, qu'on avait quitté, on va dire. Là. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Écoute, ça amène une vraie conclusion à tous les différents arcs là, et tous les différents personnages. Même si, je ne sais pas ce que tu en as pensé, il y a certains personnages que tu as tellement oubliés, parce qu'on retrouve des personnages, genre Koda Leia, là, que j'avais complètement zappé. Et là, tu vois, je crois que c'est elle en haut, là, mais je suis même pas sûr de savoir qui c'est ou pas. Non, c'est peut-être pas elle, en fait. Non, ça, c'était la première femme de Valence. Ah, mais voilà, tu vois, j'avais complètement zappé, effectivement, c'est la première femme de Valence. Donc, des personnages que tu te rappelles plus trop qui c'est, donc bon, ouais. Non, mais écoute, c'est 4 ans d'histoire, là, donc il est quand même un peu normal qu'on... là, ça, c'est la jeune, là, la fameuse, comment dire, héritière là, du cartel là, que l'équipe a sauvé quelques fois. Là. Et effectivement, c'est Ethan Sachs qui a fait les 42 numéros, donc ça fait 4 ans qu'il bosse sur cette série. Et comme, je trouve, comme Alyssa Wong... Et bon, on le verra pour Dark et Star Wars, c'est pas encore l'affaire, mais ils ont relativement conclu le tome et la série. Hein, donc c'était une bonne conclusion. Là, tu vois, c'est la dernière page avec Valence, évidemment, qui donne la main à sa pote. C'est reparti. Ouais, qui vient sauver la fameuse impériale qui était en fuite. Là. Voilà. Non, c'est ça. Écoute, très bonne conclusion, très bonne fermeture là, de série pour Ethan Sachs. Ce côté scénario, il n'y a pas à dire. C'est drôle parce qu'on a peut-être une page complète là, où est-ce qu'on retrouve Leia, Luke, je ne sais pas s'il y a Chewbacca, mais bref, sont quelques-uns à se dire, parce que dans le fond, ils apprennent que Valence est allé dans le palais de Jabba, provoquer en duel presque Jabba, mais ils disent ils ne pouvaient pas juste y aller incognito, tu sais, essayer. Non. Valence, lui, c'est tassez-vous, j'arrive et je défonce tout. Fait que bon, écoute. Et peut-être mentionner le fameux droïde qu'on a en couverture puis qu'on voit encore à l'écran. Ben écoute, c'est le fameux mecha droïde là, de la série Yoda qu'on avait bien aimé. Donc, comment il s'est retrouvé sur Tatooine ou en tout cas un modèle identique, là, on ne sait pas. Tu dis c'est Jabba, c'est un cartel, donc Jabba a eu des bails, il l'a retrouvé. Donc ouais.
Non, c'est super cool de retrouver ça. Oui, donc tu l'as dit, hein, c'est dans la série Yoda où Anakin et Yoda se battaient, faisaient un team-up, hein, type Yoda, Anakin, c'était inédit contre ça. Et c'est un super arc aussi. Et là, on apprend que, en fait, ça c'est super cool aussi, voilà, par les scénarios. Cet arc-là fait le lien avec le fameux Han Solo et Chewbacca de Mark Guggenheim, où Jabba est à la recherche de Ajax. En fait, on sait que c'est le central core, le noyau de Ajax, qu'il n'a pas eu. Et comme il n'a pas eu, il s'est rabattu sur ça, il a trouvé ce Dark Droid. Donc il a récupéré. Et ce Dark Droid qui a été entraîné ou programmé par Ajax, en fait. Donc ça fait des liens avec les Dark Droids toujours, tu vois. Donc je trouve ça génial. Sauf qu'il prend pas, tu vois, il prend des détails de comics d'autres auteurs. Même ce lien-là m'avait un peu échappé, là, donc. C'est juste une ligne de dialogue, hein, c'est Jabba qui sort ça. Mais ça faisait plaisir, je trouvais, d'avoir un petit lien avec ça, quoi. Donc, très cool. Excellent. Puis tu vois, au dessin, on retrouve justement, là aussi, on retrouve l'introduction avec Paolo Villanelli, que tu as mentionné, qui faisait des scènes de bataille magnifiques, ultra dynamiques. Les designs, moi, je me souviens de son boss, c'était fantastique. Là, on a évidemment Valence, là. Beaucoup dans cet épisode-là, mais aussi, par exemple, Zucus, Forellum. Donc, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Est-ce que c'était au niveau de ce qu'on avait au début de la série? Alors, je ne sais pas trop parce que je ne sais pas si tu te rappelles, les crédits de début, le dernier numéro est séparé en 2 dessinateurs. Tu as Jetro Morales, on commence à reconnaître, et donc Paolo Villanelli. Et alors, je suspecte que, en fait, Paolo Villanelli, il est juste venu, il n'avait pas le temps, tu vois, c'est pour ça qu'il n'a rien fait avant dans ce tome-là. Il n'avait pas le temps, donc il est juste venu histoire d'eux, parce que c'est quand même le dessinateur un peu de cette série. Et c'est Jetro Morales, je crois, qui a fait toute la partie sur Tatooine. Et c'est Villanelli qui a fait la conclusion, je crois, parce que tu verras les crédits, il faudrait que je ressorte la page. C'est ça, il y en a un, c'est Main Core, puis l'autre, voilà, Main Story, c'est ça, Main Story, et à la fin, il y a Coda. Et je ne sais pas ce que ça veut dire Coda, en fait, j'ai pas trouvé. Bref, c'est un mix des deux, mais Jetro Morales, on adore, il est très très bon. Et là, les deux ensemble, je trouve que c'est génial, quoi. On retrouve effectivement, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, le dynamisme de Paolo, qu'on a adoré pendant on voit un exemple à l'écran, là, effectivement. Même le découpage, justement, rend cette dynamisme-là. Donc, complètement. Le découpage, complètement, tu as vu, avec des cases, mais aussi des cases sur d'autres cases. C'est pas juste des rectangles. C'est trop bien. Vraiment, Paolo, il va nous manquer pour ça, quoi, en tout cas. Ouais, exact. C'est lui qu'on avait aussi, je pense, sur la deuxième série, Lando, hein, celle qui était juste avant le film Solo. Là. Oui, complètement. Mais bref, c'est ça. Puis, aux couleurs, c'est toujours le même Arif Prianto. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais convaincu que c'était des coloristes différents, tellement les ambiances, selon les dessinateurs, tout ça sont différents. Et non, c'est le même coloriste pour tout. Donc, visiblement, il s'adapte bien au style de chaque dessinateur. J'imagine que le premier, là, comme c'est un style très peint, très peinture, il a du mal à mettre c'est plus terne. C'est plus terne, alors que les deux arcs suivants sont plus colorés. Et il y a juste une petite coquille, là, tu l'avais dit, Luke Leia. Les visages. J'ai dit, merde, il aurait peut-être pu s'appliquer sur Luke Leia, mais c'est pas grave, on pardonne parce que le reste est quand même très bon. Exact. Voilà, écoute, ça fait le tour de ce côté-là. On peut peut-être parler des couvertures. Écoute, moi, j'étais aux anges de retrouver mon préféré, donc Marco Cecchetto, Cecchetto, hein, mais c'est un Italien, donc Aurélien nous avait expliqué que ça se dit Cecchetto, en équipe avec Marcio Meniz, donc je ne sais pas exactement là, qui fait quoi, mais écoute, ça nous a donné vraiment des magnifiques couvertures, là, qui donnent envie tout de suite d'acheter et de lire ce qu'il y a dans ces numéros-là. Ils n'ont pas fait la totalité. Hein. Je crois que c'est les 4 premiers. Attends, je l'avais de noter. 35 à 40, moi j'ai noté. 35 à 40. Donc, mais c'est vraiment beau. Ouais, très beau. D'ailleurs, on avait hésité, excuse-moi, pour la miniature, on a pris celle de la 36, hein, qui n'est pas celle du tome. On avait hésité entre la 35 et la 36, hein, parce qu'elles sont vraiment excellentes, les deux. Ah ouais, écoute, moi c'est ça. Cecchetto, on ne l'a pas souvent eu comme intérieur de comics, là, mais dans tous les cas, c'est toujours magnifique. Et justement, excuse-moi encore, j'avais noté ça, juste histoire de remercier, on a accueilli récemment pour plusieurs émissions déjà, Elser qui fait partie de l'équipe maintenant, et qui aide
l'aide déjà d'Ali à l'élaboration des miniatures. Donc tout ce que vous voyez en miniature, c'est LCR. Donc un gros merci à lui. Hein. C'est lui qui nous fait toutes ces jolies miniatures. Et donc là, il a pris la superbe du 36. Pour avec les logos, etc., le découpage, ça, merci à lui. C'est toujours, effectivement, les gens qui travaillent dans l'ombre ont rarement les crédits, donc tu fais bien de mentionner. On le remercie chaudement. Et écoute, pour revenir aux couvertures, moi, évidemment, mon cœur va à Marco Checchetto, mais écoute, j'ai une super découverte, là. Je crois que c'est le numéro 41. C'est un dénommé, je ne sais pas comment il faut le prononcer, le Bjorg ou Bjorg, c'est un Norvégien ou quoi, là. Bien fait, Bjorn, ouais. Ouais, Bjorg, c'est quoi le nom de famille déjà? Barends? Barends, je ne sais pas comment il faut le dire, mais bref, regardez-moi ça, ceux qui nous regardent en vidéo là, sur YouTube. Et écoute, moi, ça, c'est magnifique. Vraiment, là. Ça aurait fait un très bon choix aussi de couverture, là, mais même si je préfère quand même celui qu'on a choisi. Mais écoute, ça c'est digne d'une affiche. Vraiment, Mais écoute, Marvel a eu la bonne idée de la mettre en 4e de couverture, celle-là, donc c'est cool quand même. J'ai pas encore mon Panini, là, mais on verra si Panini a fait la même chose. Et écoute, moi, tout ce qui me reste à dire sur lui, c'est j'espère qu'on va le retrouver. Vraiment, s'il peut nous faire d'autres. Par exemple, du talent comme ça sur une série principale, là, comme Star Wars ou Vador, écoute, ça serait. C'est drôle, hein, parce que dans les 4 ongoing, au final, on peut dire que les meilleures couvertures ont toujours été sur les 2 séries les moins bonnes, ou en tout cas sur les AFTRA et sur les Bounty Hunters. Donc, de mon point de vue, je sais que tu aimes beaucoup la série AFTRA. Oui, non, t'inquiète. Et pour la dernière, c'est José Maria Casanovas. Je ne connaissais pas non plus. Je trouve ça quand même très bien. Même si moi, les designs très, très comics Marvel, là, peu importe que ce soit Star Wars ou autre, avec des ronds ou des insertions d'images comme on voit à l'écran. On voit une petite pastille de Jabba, une pastille de Boba Fett, puis une pastille d'Han Solo dans Carbonite. Pourquoi? Ça, je trouve que ça fait vraiment comic book années 80. Mais écoute, c'est un style. Ça fait vintage un peu. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Je trouve que ça gâche justement ce qu'a fait l'artiste par derrière déjà. Et... Il reste que c'est super beau. Là. Pour ceux qui nous écoutent à l'audio, il faut le décrire. On voit le duel justement de Valance avec le méga droïde. On voit l'arena, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, l'espèce c'est ça, d'aréna de course de pod là, de l'épisode 1 là, sur Tatooine. Donc, c'est quand même très, très, très joli. C'est joli, mais tu vois, pour un dernier numéro de dernière série, mais comme pour Afra, hein, qui m'avait déçu avec sa dernière couverture, je trouve que, je sais pas, on aurait pu avoir quelque chose de plus grandiloquent. Ça, en variante, j'aurais bien vu, tu vois, parce que ça représente très bien le numéro. Mais c'est que le dernier numéro de Bounty Hunters, tu aurais pu faire un truc avec, je sais pas, une réunion de plein de persos, je sais pas, un truc un peu... Ouais, c'est sûr. Écoute, on va suggérer, on va prendre tes suggestions, on va les envoyer à l'équipe de Marvel. On termine la scène. Sinon, est-ce que tu voulais nous présenter des variantes de couverture? Ouais, on va aller très très vite avec les quelques variantes qui nous est présentées à la fin du tome VO, hein, alors du tome VF, vous nous direz. Donc avec une variante sur Durge, justement, le fameux chasseur de primes qui a été recanon, très très joli. Attends, il est où le truc? Voilà. Là, alors je comprends pas, il y a une variante, une Pride variante là, pour la Pride Month, qui nous présente Dominatag, qui n'est pas du tout dans la série Bounty Hunters. Non, c'est ça. Elle est très jolie, hein, si vous avez l'écran, vous avez la vidéo. C'est une très jolie couverture de Lucas Werneck, mais pourquoi avoir pris ce personnage? Alors, pour la Pride Month, ok, mais dans ce série Bounty Hunters, il y a une énorme quantité de personnages qui auraient pu fitter. Oui, c'est vrai, c'est ça qui est le fait. Ouais. Ah ouais, voilà, donc je trouve ça un peu débile, quoi, et mettre ça chez Afra. Quoi. Par exemple, le couple de Tonga et le chat. Par exemple, tu vois, c'est pas le choix qui manquait. Ensuite, voilà, tu as les fameuses vintage variantes, là. Quand même très joli. Et ça nous rappelle que Boba Fett était quand même un design très, très comic book là, au départ. Et Valance encore plus. Valance, sa première apparition, c'était dans les comic books Star Wars des années fin 70. Donc, c'est quand même très cool de le revoir comme ça. Voilà, en mode vintage. Je me demande si, est-ce que c'est pas le design vraiment repris de ces comics-là, peut-être, je sais pas. Ensuite, là, il y a des variantes un peu passables. Hein, donc, on a Boba Fett et Destic qui sont deux super personnages. La pose est cool, mais sur du fond blanc, quoi. Donc, c'est pas marquant. Là, on a une super peinture d'Alex Maliv. Alors, Alex Maliv, c'est un grand nom des comics et notamment des couvertures.
Regarde-moi ça, c'est magnifique. C'est Django. Ouais, Django, pour le quoi. numéro sur Django Fett. Voilà, c'est Django. Donc avec le Slave One derrière, enfant, avec la planète. Là, tu vois, le fond est superbe. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais Tout à fait. c'est très très beau. Et donc là, on a un peu une page avec 3 couvertures variantes. La fameuse droïde Freeze. D'ailleurs, Ouais. j'ai oublié de l'update. Alors, pendant que tu conclues, moi, je vais t'updater ça, t'upgrader j'ai La la frise totalité. complète, voilà, parce que comme c'est le dernier tome de Dark Droid, j'avais envie de la montrer. Et donc là, bon, qui sont relativement OSEF, de 2 Ouais, personnages plus oubliables. secondaires. Et la dernière, donc ils sont très jolis, donc on a toujours une vintage là qui est très très cool en petit là avec Valence, et là 3 couvertures ma foi très très belles, hein, mais malheureusement qu'on ne voit qu'en format miniature, quoi, donc c'est dommage. Mais très très belle. Là tu vois avec le Valence sur Tatooine là, par exemple, Dave Watcher, hop là, pardon, qui est très joli. Exact. Écoute, peut-être mentionné, j'ai bien aimé d'avoir, je vais le montrer à l'écran, une pleine page là, dans le dernier issue. Comme tu disais, je crois qu'il n'a pas été mis dans le TPB de Marvel là, américain, mais c'est ça, dans le issue individuel, il y avait une pleine page de remerciements d'Ethan Sachs à toute l'équipe qui a travaillé justement depuis 4 ans là, sur la série, donc les différents dessinateurs, tout ça. Fait que j'ai trouvé ça très très cool quand même, j'aime ça là, quand tant qu'à avoir une conclusion de grosses séries comme ça, d'avoir un retour en arrière. On avait déjà eu ça, je crois, sur les séries comme Star Wars puis d'autres de 2015. Donc quand même très bien. Puis écoute, je peux peut-être mentionner une bizarrerie. Puis j'ai fait mes recherches en naviguant sur la toile. Non, mais bref, j'ai essayé de comprendre ce qui est passé par la tête d'Ethan Sachs ou qu'est-ce qui est arrivé. Parce que dans ma tête, le personnage du Claudite qui a été introduit dans le 35, pour rappel, les Claudites, c'est ceux qui se métamorphosent en quelque chose d'autre. Là. Donc, comme on avait un chasseur de primes au tout début de Attack of the Clone, là, qui était justement tué par Django Fett. Mais un personnage que j'étais certain que c'était un personnage qu'on connaissait déjà, qu'on avait eu dans d'autres séries d'Ethan Sachs, mais qui se passe beaucoup plus tard, qui se passe à l'époque de la postlogie, donc dans la série Galaxy's Edge et dans la série Allégeance. Mais c'est ça, j'étais très surpris quand on voit Valence complètement lui exploser la tête, là, puis définitivement le tuer. Donc, pour découvrir qu'en fait, c'est ça, ce personnage-là s'appelle Katak. Et regardez le personnage des 2 autres séries dont je vous parle qui se passe donc à peu près 30 à 35 ans plus tard. Là. Celui-là s'appelle Remex. Mais écoutez, c'est exactement le même personnage. Il y a même la même cagoule sur la tête avec les mêmes lunettes. Je veux dire, mais ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui est passé par la tête d'Ethan Sachs? Tu sais, c'est comme si, quand il l'avait ramené dans le 35, il s'était dit, bon, ben, je vais ramener le même personnage. Puis là, finalement, il avait déjà commencé à écrire les suivants. Puis il s'est dit, ah non, il faut que Valence tue quelqu'un. Donc là, on rétro-pédale, puis on y donne un autre nom. Je veux dire, c'est le même design dans le même personnage, une même personnalité aussi. Ouais. Fait que bref. Un peu rigolote. Ouais. Effectivement, au moins niveau, si c'est la même race, au moins au niveau vestimentaire, il aurait pu changer. Ben oui! C'est ça. C'est vrai que là, c'est très Au moins, il va avoir exactement le même chapeau, les mêmes lunettes. Surtout que c'est des métamorphes. Le reste du corps aussi. Là. Il peut se métamorphoser en n'importe quoi, il pourrait être n'importe qui, et ouais, effectivement. Ou alors c'est un hommage, je sais pas, à Remex. Ben écoute, c'est un hommage à un personnage assez nul de 2 petites séries qui n'ont vraiment pas marqué. Allégeance et Galaxy's Edge, c'était des mini-séries de 4 numéros, 4 ou 5 dans le cas de Galaxy's Edge. Mais bref, c'est ça. Une bizarrerie que je ne m'explique pas. J'ai eu beau rechercher. J'ai pas trouvé d'explication, par exemple, des fois, je sais pas, sur son Twitter ou je sais pas. Il faudrait les contacter, les auteurs, peut-être qu'ils nous répondraient sur 2-3 points scénario, comme ça. Effectivement. Sinon, tu voulais nous présenter, je le mets à l'écran, la fameuse prise dans le fond de Dark Droid. Donc, on avait une couverture pour chaque série. Là. C'est ça. Ce qui est cool, c'est qu'on voit vraiment les numéros Dark Droid 2, Star Wars 38, machin. Et voilà, et si tu avais les variantes de ça, tu pouvais reconstituer cette magnifique frise. C'est quand même sympa, moi j'aime bien ce genre de... Tu vois les variantes, pour les gros collectionneurs, c'est un petit peu... voilà, c'est un peu galère, vu que tu vas sortir pas mal d'argent. Et là, s'ils font un truc comme ça, sur Marvel, ils faisaient ça aussi, je sais qu'à une époque, je sais pas si ça se fait toujours, ça. Tu vois, il faudrait demander à Loïc. Par exemple, la série qu'on vient de nommer Allégeance d'Ethan Sachs, c'était ça aussi. C'était une frise de 4 numéros. Ah, ok, cool. Puis c'était pas des variantes, là. Vraiment les 4 couvertures, c'était une grande frise. Ouais, super sympa. Ben excellent. Écoute, il nous resterait à te demander, tu donnerais quelle note à cet album de 8 numéros de conclusion de Bounty Hunters? Eh bien, encore une fois, crossover Dark Droid.
Encore une fois, on n'en a pas parlé cette fois, mais on l'a répété au fur et à mesure des épisodes Dark Droid. Tu mets de côté le fait qu'on se retrouve dans un intervalle de temps insensé et complètement débile. Là. Hormis ça, moi, j'ai adoré cette histoire de science-fiction horreur au sein de l'univers Star Wars de Bounty Hunters. Pardon. Et en note, écoute, la moyenne de la série, c'était à peu près 16 sur 20, un peu moins pour tout ce qui est Crimson Reign et Hidden Empire. Mais là, j'ai bien aimé ce tome-là, la lecture, c'était très très bon. Dommage pour le dessinateur qu'il ne soit pas constant, mais bon, ça ne m'a pas dérangé pour suivre cette histoire-là. Moi, j'ai remis en 16 sur 20, en gros, voilà. J'ai pas été plus haut que 16 dans cette série Bounty Hunters, mais je trouve que c'est une bonne note. C'est un bon, je vais pas dire un plaisir coupable, mais c'est un bon condensé d'action, de héros charismatiques et de moments un peu badass. Donc, ouais, 16 sur 20. Et toi, pardon, je parle beaucoup. Vas-y. Ah, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es coupé. Pardon, le micro était coupé. Donc, je voulais quand même mentionner une chose en bilan de toute la série qui est inclus évidemment dans la note de cet album-là. C'est que pour moi, le gros défaut de cette série-là, qui s'applique aussi à celui-là, c'est que c'est une équipe tout le temps. C'est comme tout le temps des groupes de chasseurs de primes. Ou est-ce que en réalité, pour moi, les chasseurs de primes, c'est des solos. Ils travaillent en solo. C'est le Mandalorien, c'est Boba Fett, puis ils courent après des primes. Alors que là, toute cette série-là, ce n'est pas ça. Donc, c'est encore le cas ici. Je comprends qu'il fallait conclure, là, rassembler le tout, mais bon, fait que ça s'applique encore là. Moi, tu vois, je vais lui donner pas plus qu'un 12 sur 20, là, un 60%. Ah, okay. Mais effectivement, je n'ai pas vérifié ma moyenne, mais j'ai l'impression que ça doit être plus dans les peut-être 13-14, mais il y a eu un gros ventre mou justement dans la période des 2 événements avec Kira. Là. Ouais. Donc, parce qu'au début, c'était plus fort. Je crois que j'avais donné un 17 là, au premier, ou peut-être au deuxième. Fait que voilà, on conclut malheureusement que ce ne sera pas les meilleurs de la série, mais c'est ça, c'est pas non plus une chute atroce. Là. Ouais, moi je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais si tu as apprécié les premiers tomes de Bounty Hunter, je trouve que ce tome-là revient à ce feeling-là, tu vois. Donc, ouais, c'est ça, exactement. C'est un retour aux origines d'il y a 4 ans. Et par contre, j'ai pas trop conclu sur la série vraiment, quoi. Si tu permets, j'ai 3-4 lignes juste. En fait, voilà, c'est vraiment une série focus sur l'action, on l'a déjà dit. Et juste, rien que pour ça, et les dessins de Villanelli, moi je trouve que ça fait le taf. Tu vois, c'est pas une série exceptionnelle, mais on a eu des hauts et des bas comme toutes les séries, quoi. Mais en fait, je trouve que le problème, et tu l'as mentionné là vraiment, c'est marrant que tu aies mentionné ça aussi, je trouve que, comme pour Aphra et même Dark Vador par moment, le problème de ces séries 2020, c'est que c'est le lieu de création de plein de personnages secondaires, mais inintéressants au possible. Et en fait, il y a tellement de personnages que ils n'arrivent pas à développer tous les personnages. Donc pourquoi ne pas avoir fait, concernant Bounty Hunters, comme tu dis, un plus petit groupe de Bounty Hunters, tu vois, juste le core groupe, où moi j'aurais pensé, c'est vraiment alterner les Bounty Hunters, tu vois, tu fais 4 numéros sur Boba, 4 numéros sur Valance, 4 numéros sur Boss, et tu les fais les faire réunir de temps en temps à la Avengers, tu vois, ça aurait peut-être été plus digeste comme ça. Là, parce qu'en plus de t'as Valance, t'as Bossk, Boba, Zuckuss, Forlorn, ils sont tous très bien, il n'y a pas de souci. Je retiendrai aussi Durge pour la recanonisation de toujours, et quelques autres personnages comme Destik pour juste le design, parce qu'après Destik sert pas à rien. Ouais, c'est le ninja de la gang. Là. Voilà, le ninja. Aiden pour le côté romantique avec Valance, tu vois. Même le retour de l'Inferno Squad, moi j'ai beaucoup aimé ces 2 numéros sur l'Inferno Squad. Mais voilà, après, à côté de ça, t'as Losha, Tonga, Vulcora, Kodaleia, Tasu Leech, là, même si voilà, c'est cool, c'est un personnage de l'épisode 7, mais on s'en fout dans cette série. T'as Kel, t'as même Dengar, tu vois. Je le trouve nul, Dengar. Déjà, son design est nul à chier, mais même sa femme, qu'on voit de temps en temps dans la série, je la trouve plus intéressante que Dengar, qui est tellement naze. C'est pour ça, quand il s'est tapé sur la gueule... Dengar, c'est le ressort comique des chasseurs de primes maintenant. Là. Ouais. Mais je trouve que voilà, ça fait beaucoup de déchets de personnages. Alors que Aphra, techniquement, t'avais Ariol et Lucky qui étaient vraiment nuls à chier. Ouais, mais il y en avait d'autres au début aussi qui sont disparus. Là. C'est vrai? Il y avait une professeure, une étudiante qu'on a perdu en fil de route aussi. C'est vrai. Mais en tout cas, concernant Valance, moi je trouve que c'était une très 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 bonne recanonisation d'un perso qu'on a déjà vu dans Dark Vador et tout ça, mais là, avoir sa série à lui, je trouve que c'est un super personnage. Je suis très content qu'il survive à cette série. Moi, ça me dérangerait pas qu'il revienne avec justement Aiden dans la suite, quoi, et vu la fin, sûrement, quoi.
Donc, souvenir de cette série, j'en garderai un bon souvenir, voilà. Bounty Hunters, au final. Voilà, fini. Excellent, excellent. Ben écoute, c'est sur ces quand même bonnes critiques qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous appréciez le contenu, ben on vous invite à nous soutenir notamment via YouTube, les pouces, les partages, les abonnements, etc., les cloches. Ça fait une énorme différence dans les algorithmes. Mais surtout, vos commentaires, nous, on est toujours intéressés d'avoir votre avis, que ce soit au niveau des histoires, des dessins, etc. Donc, venez partager. Même chose sur notre groupe Discord. C'est là que se retrouve énormément de la communauté de Star Wars en direct. Donc, voilà. Côté, qu'est-ce qui s'en vient, au moins pour Star Wars en direct littérature, Jean? Alors, littérature, prochainement, on aura donc des critiques des romans qui sont sortis. Donc, nous allons commencer par le Young Adult de la Haute République, Les larmes des sans noms, Tears of the Nameless, de George Mann. Et voilà, et en comics, mais on verra. Là, on a un petit break, on va dire. Il y a les Hyperspace Stories qui sont sortis en VO. Donc, pourquoi pas faire ça, on verra. Ouais, qui étaient vraiment des comics beaucoup plus jeunesse, là. Quand je dis jeunesse, quand même beaucoup plus jeune, puis toutes un peu des one-shots, là. Ou des... Oui, voilà, c'est des anthologies d'histoire. Mais il y a eu plusieurs volumes, là. Je pense que le 3e est sorti, hein, c'est ça, fait qu'on comme faire une compilation des 3, là. Ouais, peut-être ça. Ouais. Parce qu'après, on reviendra sur la Haute République, mais ça en novembre, je pense. Bref, restez à l'écoute et... c'est pas prêt de s'arrêter les comics Star Wars, on n'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, non, c'est ça, de ce côté-là, on ça ralentit. Face à une grosse... Tu dis une petite pause, c'est ça, le mot petite, c'est le mot-clé. Voilà, mais en tout cas, ça ralentit niveau production, on est un peu content. Avec les arrêts de Bounty Hunters, les arrêts de Afra, tout ça. Ouais, c'est ça, ça fera pas de tort d'avoir autre chose. Là, on a beaucoup d'annonces de mini-séries de, par exemple, 4 numéros, là, mais c'est ça va compenser pour ces énormes... 4 ongoing en même temps, plus des fois on avait Han Solo, on avait ceux de la Haute République, 2 autres ongoing en même temps. Fait que voilà. Quand je dis à la blague, là, mais justement, je crois que c'était le 9 octobre, il était sorti 4 comics en même temps. Là. Quand on vous dit qu'il y a du volume, là, 4 comics par semaine, c'est quand même quelque chose. Fait que bref, écoutez, voilà, de la part de toute l'équipe, de la part de Jean et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans, et que la force soit avec vous. Bye tout le monde!